Bon, bonjour à tous. Eh bien, nous allons essayer de faire notre premier rendez-vous en ligne, comme prévu, en vidéo. Alors, pour ce qui concerne les terminales S, d'abord, je remercie ceux qui ont pris la peine de répondre au questionnaire qui leur a été proposé. Donc, un questionnaire qui sera à faire chaque semaine, n'est-ce pas, euh, pour le jeudi, puisque le questionnaire suivant sera posté le vendredi. Il s'agit de vérifier que tout le monde est bien dans le rythme des cours à distance. Voilà, donc pendant 2 semaines, on va faire de la géographie parce qu'on va terminer le chapitre de géographie sur les Amériques. Et ensuite, on abordera la fin du cours sur la gouvernance. On a deux questions importantes à voir ensemble. La gouvernance de l'Europe et celle de la mondialisation au plan économique, mais seulement depuis 40 ans. Voilà. Bien. Donc peut-être ultérieurement on fera des corrigés en ligne ou bien des petits cours à distance. Ici, je vais me contenter, puisque c'est la première fois et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de rendre votre QCM, de généralité. Alors, sur le questionnaire 0, pour le moment j'ai une quinzaine de retours. Ce serait bien que les collègues, les camarades qui n'ont pas accès à Internet se signalent. Sinon, on va considérer qu'ils ne sont pas très actifs, très impliqués. Voilà. Je fais une petite digression en histoire, puisque vous avez eu votre bac blanc récemment. Il y a deux sujets qui étaient communs aux deux terminales, S et L. D'abord en histoire, donc un sujet, vous vous souvenez, sur euh, la puissance américaine. Alors, j'aimerais faire une petite remarque sur l'utilisation un peu abusive que vous avez du terme d'hyperpuissance. Il faut faire très attention à ce terme qui ne veut pas dire plus fort que super. On dit hypermarché, c'est plus grand que supermarché, mais hyperpuissance, ça ne veut pas dire superpuissance en plus gros. Hyperpuissance, c'est un terme assez vague qui a été utilisé pour la première fois par un monsieur qui est un expert américain qui s'appelle Brzezinski. Et en gros, quand il en donne une définition, il explique qu'une hyperpuissance, c'est une superpuissance. C'est une puissance qui a la capacité d'agir dans les domaines diplomatiques, financiers, militaires, culturels, partout dans le monde. Et la seule raison pour laquelle Brzezinski emploie ce terme d'hyperpuissance plutôt que superpuissance, c'est parce que il constate dans les années 90 que les États-Unis sont l'unique superpuissance qui reste après la fin de la guerre froide. Donc, quand vous employez le terme hyperpuissance, ne lui faites pas dire ce qu'il ne dit pas. C'est pas un terme qui veut dire superpuissance encore plus forte qu'avant. Ça veut dire superpuissance qui reste la seule après la disparition de l'URSS. Et par ailleurs, et ça c'est pour vous, le terme d'hyperpuissance a été popularisé par un ministre français des Affaires étrangères, M. Védrine, à partir de 1988. Il est évident que M. Védrine a popularisé ce terme dans une intention maligne, une intention péjorative. C'était pour reprocher à l'Amérique de George Bush, par exemple, d'agir seul, sans consulter ses alliés, que l'on a pris l'habitude d'employer ce terme d'hyperpuissance. Donc, pour les gens qui ont fait ce sujet sur la puissance américaine dans le monde, la question qui se posait, c'était comment est-ce que les États-Unis avaient fait pour maintenir leur rang, leur influence, leur poids dans le monde de 1945 à nos jours. Et ça n'était pas d'expliquer que les États-Unis étaient de plus en plus puissants, étaient devenus une super puis une hyperpuissance. Là, il y a un contresens quelquefois qui est commis par certains élèves. Un autre point, j'en termine là-dessus, où beaucoup d'élèves ont insisté sur la sortie de l'isolationnisme. Alors, il faut quand même rappeler que du point de vue américain, c'est certes le plus important peut-être dans l'histoire des relations extérieures du pays. Les États-Unis ont mis fin à ce qu'appellent d'ailleurs, non pas isolationnisme, mais neutralisme, en deux temps, en 1917 et en 1941. Et après 1941, c'est-à-dire à la libération, 1945, la libération de l'Europe, les États-Unis ont décidé de maintenir leur engagement extérieur, ce qu'ils n'avaient pas fait en 1918. Cela dit, ce n'était pas le sujet. Vous pouviez y faire allusion, comme certains l'ont fait, mais c'était une erreur de bâtir une composition sur pourquoi les États-Unis sont sortis de l'isolationnisme. Notamment pour les S, parce que leur programme commence en 1945. Voilà. Donc, pour le bac blanc, j'en termine. Plutôt, je fais une transition, puisqu'il y a des questions qui vous sont posées en rapport avec ça dans le questionnaire numéro 0. Alors, encore un petit point de vocabulaire. Pour les pays en développement,
et par rapport à la notion notamment de puissance émergente. Il faut faire très attention à cette habitude qu'ont les géographes aujourd'hui d'utiliser des termes qui n'ont pas eux-mêmes définis, mais qui sont des termes d'origine économique. Donc, la formule pays émergent, à cet égard, est assez intéressante, puisque ce sont des banquiers, en gros, hein, qui ont donné des conseils à des investisseurs et qui ont estimé que certains pays en développement méritaient qu'on prenne des risques et qu'on investisse chez eux. Donc les pays émergents, si vous voulez, c'est pas des pays qui seraient en train d'émerger du sous-développement et de sortir du sous-développement pour devenir développés. C'est des pays qui sont en train d'émerger d'un certain anonymat pour devenir des cibles privilégiées des investisseurs. Autrement dit, la notion de pays émergent a ce défaut de se focaliser sur le développement purement économique. Or, en principe, vous devez vous intéresser au développement en général et surtout au développement humain, pas seulement à la croissance. Il y a donc une petite difficulté à utiliser ce terme de pays émergent. Ensuite, je vous ai mis un article qui en rend assez bien compte. Le terme est très vague parce qu'on peut considérer que tous les pays en développement, pour peu qu'ils se développent réellement au point de vue économique, sont des pays émergents. Ça veut dire pas, eh bien, ou peu, ou disons, dans la croissance économique est moins rapide que la croissance démographique, eh bien, tous les pays en développement peuvent être qualifiés de pays émergents. Donc c'est un terme assez ambigu. En fait, chaque économiste, chaque journaliste, chaque utilisateur du mot, à une date précise, peut donner une liste de pays émergents différentes. Donc beaucoup d'anciens pays qualifiés d'émergents à une époque n'en sont plus parce qu'ils ont émergé, ils sont devenus développés. C'est le cas des tigres, pas des tigres, mais des dragons en Asie. Les tigres sont justement une catégorie de pays qu'on considère comme étant pas encore complètement émergés. Et puis je vous ai parlé des lions africains pour certains. Vous voyez bien que la liste des lions africains varie parce qu'un pays peut très bien pour certains être encore un PMA et pour d'autres déjà un pays émergent. Donc il faut faire attention et préférer la notion de puissance ascendante que vous parlez par exemple du BRICS, c'est-à-dire des pays qui sont encore sous-développés par certains côtés, mais qui sont déjà des puissances économiques, notamment au plan mondial. C'est beaucoup plus clair de parler de 5 ou 6 puissances ascendantes. Ensuite, d'utiliser le terme de pays émergents comme synonyme à peu près des pays en développement, sauf les pays les moins avancés, plutôt que de prendre le risque de décider que tel pays émergent est et tel autre pays ne l'est pas, surtout quand vous faites une carte et vous donnez aucune définition. Donc, pour le croquis, par exemple, il y a pas mal d'élèves qui m'ont fait des cartes dont la légende est un peu approximative, ce qui fait qu'on ne peut pas la valider, la carte. Alors, Théo m'a montré le modèle qui avait servi à ce genre de production. C'est un modèle intéressant. Lui, je pense qu'il a eu 15 sur 20 parce qu'il avait fait peu d'erreurs et peu d'oublis par rapport au modèle. Mais ceux qui ont fait des cartes avec un peu de déperdition d'informations, ça ne veut plus dire grand-chose. On ne peut pas mettre d'un côté des pays développés, des pays sous-développés et des pays émergents, pas sans mettre de définition. Donc voilà, il faudra faire attention à cette question-là. Donc dans le questionnaire 0, je vous ai demandé de mettre votre adresse mail et il s'agit surtout de prendre contact. On fera du cours à distance à proprement parler, peut-être à partir de la semaine prochaine. Et évidemment, pour ce qui est de la trace écrite, elle sera en ligne dans le cahier de texte sur Etchealaya. Normalement, si on fait des devoirs à distance, qui est quand même un peu gênant, eh bien, je vous demanderai de les déposer dans le casier numérique de Pronote ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, on fait que des petits exercices rédigés, donc vous pouvez les faire en ligne sur des formulaires. Ça évite d'avoir besoin d'un scanner. Voilà. Écoutez, faites circuler l'information auprès de vos camarades s'ils n'ont pas réalisé qu'on avait commencé à leur donner des cours à distance. J'espère que vous vous portez bien, que vous supportez le confinement et qu'on se reverra assez rapidement. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine sur Internet. Si vous m'avez posé des questions en temps réel, je vais les trouver et je vous répondrai tout de suite. Sinon, cette vidéo, de toute façon, sera postée dans le cahier de texte. Bien, je vois même d'anciens élèves qui se connectent. Bon, eh bien, je les salue. Allez, au revoir.